Salut Basile. Salut Hélène. Alors moi je suis hyper contente de te recevoir dans ce podcast. Toi tu es le fondateur de Hachi, un Ouais. restaurant, mais pas que, on va le voir. Moi je vous ai découvert, en fait c'est marrant sur Instagram parce que lors de mes pérégrinations, tu sais, je cherchais un restaurant pour la rubrique de mes newsletters qui s'appelle Ici c'est bon. Et donc du coup je suis tombée sur Hachi, tu vois, sur Instagram. Du coup je suis venue goûter. Donc toi ton restaurant est à Paris, avenue Parmentier. C'est d'ailleurs là qu'on enregistre aujourd'hui cet épisode. Juste avant le service. C'était délicieux et surtout c'était une vraie découverte pour moi parce que, alors c'était celle de votre plat un peu signature, qui est ce risotto de grand épeautre. Et j'ai en fait, je crois, découvert ici vraiment le goût de cette céréale que je connaissais très très peu, enfin avoir quasiment pas, en pain, tu vois, mais pas en plat comme ça. Ce que j'adore chez vous, c'est que vous allez vraiment de la graine à l'assiette. Tu vas nous expliquer. Ouais. C'est un projet complètement global, un restaurant un peu en symbiose avec un projet agricole qui va, donc on va le dire, mais dans une direction plutôt ultra marginale dans le milieu de la restauration. Donc comme je disais, Hachi, c'est pas qu'un restaurant, c'est aussi tout un projet agricole sur sol vivant que vous avez créé avec un collectif. Et c'est complètement génial parce que beaucoup de personnes pourraient juger ce truc comme complètement utopiste. Je pense qu'au début, quand vous avez commencé à dire on va faire ça, les gens vous ont dit mais vous êtes C'était ça. complètement barge. Voilà. Et pourtant, vous l'avez fait et c'est ça qui m'a donné envie vraiment déjà de t'inviter à ce micro pour que tu puisses témoigner aussi qu'il y a d'autres voies un peu inédites à créer dans ce domaine de l'alimentation. Alors, on voit des restaurants qui ont des jardins potagers. Mais vous, en fait, vous allez vraiment au-delà parce que vous vous posez finalement cette question agricole au-delà de votre propre cuisine. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper pertinent. Donc ici, on est vraiment bien loin des champs parce qu'on est dans Paris. Et pourtant, voilà, ce projet manifeste cette preuve de concept que c'est possible de faire autrement, vous l'avez fait. Alors pour commencer notre conversation, Basile, est-ce que tu peux nous dire comment, il y a 7 ans, tu as l'idée de faire, donc peut-être aussi avec des amis, ce projet un peu fou, pas comme les autres, complètement venu d'un rêve, tu vois, peut-être. Ouais, bah bien sûr, mais je rebondis sur ce que tu disais. En fait, quand on parle des restaurants et qui ont leur jardin potager, mais en fait, nous, c'est pas venu dans l'idée on va avoir un restaurant et on va avoir un jardin potager en plus pour alimenter le restaurant. Non, c'est pas ça. Nous, la base, c'est l'agriculture, en fait. C'était il y a 7 ans, effectivement, une rencontre, des discussions avec des amis, un collectif, du constat que ça part en vrille, écologiquement parlant, c'est une cata. On le voyait déjà à l'époque, gros moment de la COP 21, on voyait des choses hallucinantes qui se disaient, qui se faisaient, et pas mal de mobilisation, et se dire, voilà, on est plusieurs, on se pose des questions, on se dit qu'on a envie de faire autrement et d'essayer de faire autre chose. Allons-y. Et là, une rencontre, un ami d'amis, agriculteur, agronome, qui fait de l'agroforesterie et du coup qui voit beaucoup d'agriculteurs différents, de maraîchers et de céréaliers qui justement cherchent à mettre des arbres, mais du coup lui ça lui fait découvrir plein de la réalité du monde agricole dans sa complexité et dans une vraie réalité, donc ce que vraiment ça veut dire d'être agriculteur, de ce que tu traverses comme galère, etc. Et là-dessus, allons-y. Ok, l'agriculture est un pilier énorme et du coup, quand on voit que l'agriculture consomme une énergie incroyable pour fonctionner, quand on voit que l'agriculture produit malheureusement beaucoup de choses qui sont mauvaises pour la santé, et je dis ça comme ça, mais je remets pas en cause le travail d'agriculteurs qui sont assez pieds et mains liés par une manière de fonctionner, c'est sûr. Mais effectivement, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. En termes aussi de qualité nutritionnelle, du goût et tout ça. Ah non, oui. Bah oui, ça pourrait être beaucoup plus riche, mais enfin on a labouré après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir la population, l'industrie mécanique était à fond, l'industrie chimique aussi après la guerre, on a fait des tracteurs, on a enlevé les haies, il a fallu produire beaucoup, donc on a labouré comme des malades, je veux dire dans la bourse ils sont à plus d'1 mètre. C'est une cata, mais forcément du coup les sols, il n'y a plus rien dedans, on les nourrit d'engrais à base de pétrole. Bon, oui, effectivement, c'est problématique, mais ça fait 60 ans que c'est comme ça. Donc là, maintenant, il faut effectivement arriver à penser autre chose. C'est important. À régénérer, en fait. À régénérer et à donner des perspectives pour le faire. Et nous, peut-être que c'est venu de là, n'étant pas fils d'agriculteur, n'étant pas passé par des filières agricoles classiques. Vous n'étiez pas formaté dans un truc où c'est ça. Vous saviez pas un peu comment ça se passait, quoi.
on voyait comment ça se passait, Ouais, on voyait que c'était compliqué, et on voyait que les agriculteurs étaient pris dans des logiques où il faut faire comme ça, et c'est comme ça, le banquier m'a dit de faire comme ça, le gars de la chambre d'agriculture m'a dit de faire comme ça, l'INRA à côté dirait de faire comme ça, donc je fais comme ça en fait. Sauf que effectivement, nous, quand on n'a pas cette pression-là ou ce bagage-là, on va s'influencer de beaucoup de gens qui justement repensent la vie des sols, repensent l'agronomie autrement que ce qui a été fait ces 50 dernières années. Et du coup, en revenant à des choses qu'on pouvait faire il y a 2000 ans, hein, clairement. Donc en fait, en autodidacte, parce que toi, t'as pas du tout un cursus moi, non. à ça, ouais. Donc un peu de manière exploratoire, Ouais. comme des défricheurs, vous avez pris votre bateau de pèlerin et vous vous êtes dit, on va essayer de voir comment nous, on peut s'inscrire dans un schéma plus vertueux et comment on va débuter, etc. C'est ça. C'est ça, et en fait, on a débuté... Alors tu te fais cette question-là, nous c'est ça, il y a 7-8 ans, on se dit il faut faire quelque chose, ça va pas, etc. Alors là c'est le début, et comme chacun ou comme beaucoup je pense de collectifs qui essaient de faire des choses, il y a un gros temps de discussion, d'échange, on projette des choses, on a des idées, on a des envies, de l'utopie, on se dit on va faire ça, et puis le truc à éviter, ou enfin moi à un moment ce qu'on a voulu éviter c'était d'en rester sur des discussions et d'en rester là-dessus. Donc c'était à un moment se jeter à l'eau. Enfin, faut y aller quoi. Et du coup, ça a été une opportunité de reprendre, de louer quelques hectares dans les Landes. Et en fait, on y va. Et la meilleure manière d'enclencher ce qu'on voulait enclencher, c'est on va semer des céréales, on va faire des légumes de plein champ, on va planter des arbres, on met les mains dans la terre, on part avec rien, mais c'est pas grave. Et ça va nous amener à réfléchir, à nous poser des questions, à voir véritablement comment en arriver à mener un projet agricole d'ampleur, parce que on n'a pas les moyens de le mener de but en blanc, on n'a pas 300 000 euros, 500 000 euros à injecter pour construire un projet léché, etc. Non, c'est pas le cas. Donc on va tester, on va apprendre, on va voir, et ça nous a amené à commencer il y a 7 ans, à se confronter à beaucoup de choses, et on est arrivé 7 ans après à avoir réussi à aussi accéder à la terre, ce qui est compliqué, vraiment. Accéder à la terre dans quel sens être propriétaire de terres agricoles. Et quand t'es pas fils d'agriculteur, tu reprends pas une ferme, évidemment, donc c'est difficile. Et s'implanter sur un territoire, c'est compliqué. Il y a la SAFER qui existe, qui préempte les terres agricoles et qui s'occupe de cette gestion-là. Donc c'est très difficile parce qu'elle favorise les grosses exploitations, c'est clair. Et voilà, donc c'est un vrai parcours. Et ça nous a pris... ça nous a pris des années en fait à réussir à nous implanter. Là on est en Vendée avec un copain Clément qui a réussi à justement du coup on a créé un GFR il y a 3 ans, un groupement foncier rural, une structure juridique qui permet d'acheter en commun des terres agricoles. Là, donc ça a été il y a 2 ans et demi, acheter 5 hectares d'abord qui étaient accessible, il y a un étang, donc ça intéressait moins les agriculteurs, donc on a acheté ça. Et derrière Clément qui a eu l'opportunité parce que justement les rencontres se faisant, parce que le projet qu'on porte est intéressant et pertinent, et du coup accéder ensuite à 35 hectares à racheter l'année dernière par Clément autour de ses premiers 5 hectares, et donc on a enfin après toutes ces années, et enfin l'année dernière avoir réussi à avoir toutes ces surfaces là, donc à rendre les choses possibles. Parce que je veux dire, c'est que si on avait l'idée en tête il y a 7 ans de se dire il faut qu'on fasse autre chose au niveau agricole, il faut qu'on pense à un autre modèle, oui, mais donc enfin il a fallu tout ce temps-là pour rendre possible ne serait-ce que de démarrer ce projet. Donc c'est de la détermination en fait voilà, c'est que là le resto Hachi il a 1 an à peu près, c'est ça ? Ouais, 1 an et demi, le restaurant ça fait 1 an et demi, ouais. 1 an et demi qu'on l'a. On avait moi j'avais un bistrot avant pendant 2 ans. Suite à ce premier essai agricole dans les Landes, on a eu des problèmes avec le propriétaire des terres. Enfin, ça l'a pas fait. Du coup, gros coup de massue. Tout ce qu'on avait fait s'arrête un peu du jour au lendemain, donc très vertigineux, surtout que ça fait 2 ans que tu travailles comme un taré et que tu perds à peu près tout ce que tu as essayé de construire, donc c'est dur. Et là il a fallu se relancer, et du coup c'est là où vous vous êtes dit en fait il faut absolument qu'on soit propriétaire des terres pour plus, parce que comme on va aggrader cette terre et la nourrir et tout ça, c'est ça. Il faut qu'on soit propriétaire de cette terre, de nos terres, et il faut aussi qu'on ait plus de moyens pour démarrer ce projet d'ampleur. C'est qu'on est parti avec 3 000 euros, quoi, en gros, il y a 7 ans, et
Et on a fait beaucoup de choses, mais on s'est rendu compte que sans investissement, mais pas forcément énorme, mais sans petits investissements un petit peu conséquents, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est des bâtons dans les roues pour beaucoup de choses, et ça rend le travail agricole encore plus difficile, et donc ça t'affaiblit. Déjà que c'est un quotidien qui est, c'est ça. Qui est donc simple. Voilà. Donc si en plus t'es limité, c'est compliqué. Du coup, soutenir aussi le restaurant, ça a été ça. 2018, les choses s'arrêtent. Fin 2018, ok, il faut changer. Il faut qu'on revoie comment on fait pour continuer ce projet-là. Période de flou aussi, c'est difficile au sein d'un collectif quand ça s'arrête et qu'il faut persévérer, mais il fallait persévérer. Donc du coup, un peu l'idée, comme on l'avait au départ, mais de se dire bon bah. Moi, j'ai aussi un bagage dans la restauration. Il y a une opportunité à Paris de reprendre un bistrot en gérance. Ok, j'y vais. Là, le projet agricole il va être en stand-by pendant un moment. C'est pas grave. Clément continue à faire de l'agroforesterie. Il devient formateur aussi, donc à former des agriculteurs à l'agroforesterie. Donc à continuer à apprendre, rencontrer. Donc voilà. Moi, en lien aussi. Voilà. Et moi, bah ok. Donc moi, je remonte à Paris. Je prends un bistrot, évidemment qu'il y a un lien possible avec l'agriculture, le fait de, on produit des choses à manger, on les transforme en restaurant, oui, mais c'est pas ce qui est venu à la base en fait. Au départ, c'était, on va faire un restaurant pour aussi avoir une partie qui, et ça on n'y est pas vraiment encore, mais qui rentre un peu d'argent, clairement, en faisant les choses bien, mais qui ramène de l'argent pour pouvoir, pour pouvoir soutenir le projet agricole derrière et pouvoir véritablement lui donner l'occasion de se faire. Et donc là, ça fait 2 ans de gérance, Covid, passe sanitaire, période horrible et incertaine, et effectivement il y a 1 an et demi créer Hachi, acheter un fonds de commerce, faire des travaux, encore une fois avec pas grand chose, mais ouvrir ce restaurant dans le 11e et là relancer cette dynamique générale, et tout s'est fait en même temps en fait, le restaurant et l'achat de ces terres en même moment. Donc voilà, on a depuis 4 ans essayé de maintenir ça, et on y est arrivé. On y est arrivé. Bah bravo. Et en fait, moi, ce que je trouve assez inspirant, c'est se dire, quand on veut faire quelque chose, c'est aussi, vous aviez un cap, et en fait, un peu comme un écosystème, vous avez créé plusieurs ramifications, c'est-à-dire vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier, et vous êtes aussi un peu, vous êtes dit, bah voilà, peut-être que pour financer ce truc-là, il va falloir faire ça. Enfin, vous avez été malin, en fait, en se disant le bon sens de, ok, comment est-ce qu'on peut avoir ce qu'on veut, là, dans les délais qu'il nous faut, etc. Et je trouve que c'est plutôt... Sinon, tu vois, on est rapidement un peu ensuqué par en fait, on va pas pouvoir le faire, et donc on n'y va pas parce qu'en fait, on se dit que c'est trop. Alors que si on a un peu d'imagination et qu'on se dit mais en fait, peut-être qu'on peut ponctuellement créer ce projet pendant machin, et puis en fait, ça va ramener. Je trouve que c'est plutôt habile et agile, et voilà, moi je trouve que j'aime bien qu'on puisse partager grandeur nature, tu vois, ce que là c'est ça, mais je dirais que cette agilité et cette habileté elle a été énorme. Enfin, je veux dire, on a géré ça, on a tenu ça, et je pense que c'est formidable, et il a fallu avoir plein de ressources et réfléchir à plein de choses, etc. Et ça a aussi été immensément prenant et fatigant et épuisant. Je suis épuisé, quoi. Je suis épuisé parce que du coup on continue, on maintient les choses. En fait, ça te nourrit aussi, c'est-à-dire que il y a un collectif, vous êtes tous ensemble dans ce projet qui fait tellement sens. Et ce sens-là, il vous guide, il vous porte aussi, parce que quand vous allez, si c'était simple, d'autres l'auraient déjà fait, et on serait pas dans le monde. Enfin, tu vois, dès qu'il y a un truc hyper bien, c'est compliqué en fait. Sinon, c'est ça. Vous êtes des horreurs de voix, donc forcément, vous prenez tous les trucs. Peut-être que si demain il y a d'autres gens qui sont inspirés par vous et qui se disent que ils vont peut-être venir vous voir, ils vont peut-être éviter certaines galères et ils iront peut-être plus vite, j'en sais rien, mais en tout cas les premiers sont toujours les pionniers, tu vois, sont toujours les gens qui galèrent à fond, tu vois. Et alors donc vous, quand vous dites projet agricole, ça a été aussi tout de suite les céréales, parce qu'en fait les céréales, est-ce que tu peux nous raconter quand même, beaucoup de gens et de restaurants ont leur potager, ce qui est du maraîchage, donc tu vois des légumes et tout ça, ce qui est plus simple. Les arbres fruitiers, c'est déjà un peu plus galère, et puis la céréale, laisse tomber, enfin en fait il y a quasiment personne à part les grands, voilà. Et finalement la céréale, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a beaucoup de blé, mais en fait vous avez remis en lumière une céréale merveilleuse qui est donc le grand épeautre non hybridé. C'est ça.
Et donc il y avait après ensuite c'est des déclinaisons, c'est une farine, enfin tu nous en parleras tout à l'heure, mais ça se travaille dans 15 000 trucs, mais que nous on a oublié en fait, on sait même pas, voilà, on connaît à la limite le pain d'épeautre, mais c'est d'ailleurs du petit épeautre souvent et donc c'est pas pareil et tout ça. Donc comment est-ce que ce projet sur cette céréale-là en particulier est né? Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de travailler ce grand épeautre non hybridé? Je pense que le premier élément, je dirais que c'est plutôt drôle. Enfin drôle, lui dirait que c'est pas drôle, mais maintenant ça devient drôle. C'est Clément, mon ami Clément, qui en fait ne mange pas de gluten depuis des années et qui du coup avait de base envie de faire des céréales pour se faire des céréales qu'il pourrait manger. Et donc ça vient d'un truc assez simple de voilà, on fait ça. Qu'est-ce que je peux manger Voilà, qu'est-ce que je peux manger? Ça je peux pas. Je vois que j'ai du mal à trouver du pain et de la farine que je peux faire, que je peux manger. En fait, oui, donc c'est vraiment un besoin. Ouais, donc je vais aller faire des hectares de céréales comme ça, je les mangerai. Et en fait, ça vient de là. Et après, parce que son gluten est hyper bon, parce qu'il n'a pas hybridé justement avec du blé comme on l'a fait pour avoir des rendements beaucoup plus forts. Et ben non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, je crois que les premières traces de la culture du grand épeautre, là, non hybridé, c'est 9000 ans avant notre ère. Tu vois, donc ça fait juste un petit peu de temps que cette céréale existe. Donc comme tu disais, elle a été abandonnée au profit de ce blé froment pour la rentabilité, etc. Mais en fait, c'est vraiment un aliment d'exception. En fait, là, je disais plein de trucs justement en préparant cet épisode. C'est un aliment d'une richesse incomparable et il serait vraiment source de vitalité très peu existante, tu vois, dans d'autres, enfin quasiment, je crois que c'est le seul, en fait, la seule céréale qui nous apporte autant de bienfaits, tu vois, qui est à la fois saine et je crois que, tu vois, là je lisais, ça renferme tous les sels minéraux. Les oligo-éléments, vitamines à fond. Vitamine B1, B2, enfin, vraiment dingue. Et donc ça explose un peu tous les compteurs et on se dit, mais attends, pourquoi est-ce que finalement on n'en a pas partout? Pourquoi? Parce que deux choses. Parce que le blé qu'on a fait, ça faisait des rendements beaucoup plus forts et donc allons sur des gros rendements. Et par exemple, l'épeautre, on a besoin de la décortiquer avant de la manger. Et une étape de plus qui demande des frais supplémentaires. Et du coup, non, c'est pas intéressant. Faisons du blé à fond au taquet. On produit beaucoup, c'est facile. Et enfin, c'est facile. Disons que ça fera plus d'argent pour ceux qui en font et basta. Ouais, et puis, mais en fait là quand même, je pense que mixer des semences qui sont donc non hybridées, en fait, donc pour ceux qui écoutent là, qui auraient peut-être pas écouté les épisodes précédents de Où est le bon, on avait parlé des semences avec donc déjà en premier avec Roland Feuillard qui fait donc ce pain 100% vivant, ensuite avec Pascal Pot qui lui a vraiment cette technique de maraîchage sur sol vivant, mais donc il sélectionne vraiment que des semences qui sont résistantes à la sécheresse et il arrose pas en fait ces plantes, donc c'est vraiment complètement inédit et il y a beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui sur son travail. Et là, avec l'épisode qui vient de sortir, le dernier, avec Clotilde de Bateau de l'association Sol, et qui nous expliquait aussi de manière générale un peu cette grande beauté du travail de sélection des meilleures semences qui est fait aujourd'hui par tout un tas de paysans et de paysannes un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est un truc, mais il y a aussi, du coup, je pense, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez cultiver les cultures en fait intensives sur sol vivant, ça existe aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait peut-être avoir des rendements qui sont importants, peut-être pas aussi importants qu'en conventionnel, j'en sais rien, mais est-ce que vraiment, finalement, combiner la graine et la technique avec le sol, tu vois, on n'arrive pas à quelque chose qui est quasiment équivalent à ce qui est promis aujourd'hui Si, je pense que c'est un point vraiment hyper important et qui en soulève plein d'autres. Globalement, là par exemple, le semi-direct, tu vois, pour les céréales, c'est enlever le labour, ce qui devient difficile et ce qui est difficile pour beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de céréaliers. Là, en parlant juste des céréales, c'est la gestion de l'enherbement. C'est pour ça que certains agriculteurs font du semi-direct, donc ne labourent pas leur sol, donc laissent une structure dans leur sol qui permet aux bactéries d'être au bon endroit, aux vers de terre d'exister, de faire leur travail naturel de labour, etc. Par exemple, utilisent du glypho, un peu, pour se débarrasser pour se débarrasser de l'enherbement à un moment. Mais c'est en ça que je te dis que ça soulève vraiment des questions qui sont vraiment intéressantes à soulever, et je pense sur lesquelles il ne faut pas trancher tout de suite. Et par exemple, cette question du glyphosate, ça fait tout de suite peur.
Parce que sinon, l'autre alternative, c'est quoi? Sinon, c'est casser la structure de ton sol pour détruire les adventices, toutes les herbes qui vont pousser et qui vont gêner tes semis. Pourquoi est-ce que c'est pas bien de laisser des herbes à côté de l'épaule? Parce que sinon ta culture après ça a du mal à se faire, le tri est pas possible, tu vois, t'as d'autres choses qui poussent avec tes céréales. Elle est limitée et ça devient un bazar monstre. Enfin, puis à un moment, tu peux plus juste au moment de la moisson, si t'as trop d'autres herbes, elle est impropre en fait ta culture. Et du coup, faire des céréales en semi-direct, sans travail du sol, sans glyphosate, c'est un sacré challenge. C'est vraiment difficile. Il faut avoir un itinéraire technique sur des années. Qui est hyper compliqué, vraiment. Et il y a des agriculteurs qui se sont mis à le faire, qui ont eu du mal, qui sont revenus à mettre un peu de glypho ou qui sont revenus à travailler leur sol. Alors, je pense que c'est vraiment des étapes. Enfin, faut vraiment le voir par étapes. On peut pas en fait on apprenait collectivement. Enfin, il y avait un apprentissage collectif. En faisant en chemin sur ce point-là en particulier, c'est ça qui est là en ce moment, qui se joue. Ouais, vraiment, je crois. Et je pense que, en tout cas, nous, l'idée, c'est justement de se confronter à ça aussi, quoi. Si tu peux, au départ, tu vas travailler ton sol, mais très légèrement. Tu vas faire une succession de couverts que tu vas casser avant tes cultures. T'as un itinéraire hyper réglé qui fait que en fait ton enherbement sera géré, mais sera géré aussi avec le temps. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et donc à la fois nous qui partons entre guillemets de rien, ça fait pas 30 ans qu'on fait des céréales et on se dit qu'il faut faire autrement, on y va à notre manière, mais il y a aussi à prendre en compte les gens, les agriculteurs, les agricultrices dont ça fait 20 ans qui font des céréales comme ça, et que d'un coup il faut faire autrement. C'est aussi un point sur lequel il faut, nous, l'État, mais en général, sur lequel il faut vraiment se confronter, parce qu'on va pas pouvoir avoir que des projets alternatifs qui se font autrement pour changer les choses au niveau agricole en France. Il faut que les agricultrices et les agriculteurs qui sont actuellement là en train de pratiquer aussi arrivent à rentrer en transition, et ça c'est un vrai challenge, parce que quand tu as travaillé tes sols de telle manière pendant X années, changer d'itinéraire et faire autrement, c'est difficile, mais il y en a qui le font, qui arrivent et qui voient les bienfaits de ça. Et il y a des accompagnements aujourd'hui, tu crois, des formations, je sais pas comment. Ouais, il y en a, mais c'est des initiatives individuelles, c'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui cherchent. Non, c'est pas aidé. Non, mais bon, je veux dire, voilà, FNSEA, les lobbies chimiques qui veulent vendre des engrais, ça va commencer à être compliqué, parce que vu le prix du pétrole, ils vont avoir du mal, tous les engrais explosent. Non, mais de toute façon, par la force des choses, ça s'arrête, quoi. Pousse à se dire, regardons les choses d'une autre manière, quoi, peut-être. Mais c'est ça, c'est aussi peut-être accueillir cette. Tu vois, c'est vrai dans plein de domaines, c'est-à-dire que les freins au changement, c'est l'ignorance, mais c'est ok, en fait, on est tous ignorants et on est tous l'ignorant de quelqu'un, comme on est tous le con de quelqu'un, tu vois. C'est aussi regarder ça avec non pas en étant effrayé, mais plutôt en se disant voilà une nouvelle occasion d'apprendre de nouveaux trucs, un peu avec enthousiasme, en se disant qui sont ces gens, mais c'est vrai que là le problème ça va être identifier les personnes ressources peut-être qui vont accompagner ce changement, qui sont pas des gens qui c'est peut-être pas la chambre d'agriculture qui va vous aider tout de suite, j'en sais rien, tu vois, mais c'est peut-être votre voisin ou l'oncle de je sais pas qui a fait ça sur ses hectares et qui a testé un truc et ça a marché, donc il vous file la recette et le tuyau, et tu vois, comme un élan de solidarité, on apprend et on teste ensemble, quoi, comme un truc un peu géant. On devrait avoir des structures financées par nos impôts, donc avec le budget de l'État, qui sont montées, qui permettent d'encadrer une transition agricole et d'accompagner les agriculteurs. Donc ça n'existe pas. Donc il y a quelques associations qui le font. Sinon c'est du bouche à oreille, c'est entendre que tiens, là il y a un agriculteur un voisin là ou dans l'autre commune qui a fait autre chose et purée, il s'en sort bien. Je vais peut-être faire autrement aussi, parce que moi j'ai l'accord de coup et... Mais c'est peut-être bien aussi, tu vois, que ça relie des liens, peut-être à des endroits où il y en avait moins, avec des gens qui étaient à côté mais qui se parlaient pas, enfin tu vois. Ouais. Peut-être que cette contrainte va pousser aussi à créer un tissu d'échange, enfin tu vois, de trucs dont on a besoin aussi. J'espère, avec aussi une histoire de génération, de relève. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite là, ces années-là.
toute une relève et même si dans les lycées agricoles la formation n'a pas n'a pas changé radicalement, malgré tout il y a des avancées et du coup oui, je pense que il y a quand même certains repreneurs jeunes agri qui vont essayer de faire autrement et que du coup effectivement ces réseaux qui vont commencer à se constituer pour se poser des questions et voir des alternatives, etc. Non, je pense que de toute façon on n'a pas le choix. Oui, et puis en fait, c'est qu'il y a tellement de gens de plus en plus là qui se mobilisent qu'à un moment donné, ça va commencer aussi à peut-être à faire des réseaux pertinents, mais qui vont être délocalisés. Enfin, en fait, très locaux, quoi. De multiples, ouais. de multiples réseaux locaux qui font autrement et ouais, ça. C'est un peu ce qui s'est fait dans le vin nature, et puis après, boum, ces trucs alternatifs deviennent en tout cas, enfin la bascule après elle se fait parce qu'il y a vraiment un mouvement qui est créé et puis après du coup ça fait boule de neige, tu vois, parce que c'est assez intéressant ce qui s'est passé dans le vin nature, peut-être la façon dont ils étaient complètement marginalisés, etc. Et aujourd'hui c'est un vrai oui, c'est un vrai, sur la question de la vigne et puis aussi ils ont su amener la valeur, tu vois, là-dedans, de la même manière que le métier de l'agriculteur aujourd'hui doit être revalorisé, parce qu'en fait on se rend compte que c'est un travail de malade, d'observation, de savoir, c'est dingue tout ce qu'il faut comprendre et connaître, d'humilité aussi, je pense, d'écoute et tout. Donc déjà, nous, le grand public, il faut qu'on change notre regard là-dessus. Et après, si tu veux, on arrive aussi à comprendre pourquoi est-ce que, en fait, on arrive peut-être à se régaler en achetant peut-être plus de produits qui ont été faits dans ces circuits courts. On a peut-être davantage envie de les cuisiner parce qu'on va se dire, oh là, c'est délicieux et tout. Et donc, du coup, on a envie de se remettre un peu à ça. Parce qu'en plus, ils ont du goût, donc ça va pas nécessiter de peut-être faire des recettes hyper complexes et tout. Donc, c'est un espèce de cercle vertueux qui peut aussi s'enclencher, mais juste parce qu'on change, notre regard, tu vois, notre façon de percevoir tout ça. Ouais, je pense. Mais je crois qu'il y a quand même un élément assez charnière en ce moment, c'est comment passer à l'étape du dessus, c'est qu'il y a énormément d'alternatives mais à petite échelle et je trouve que là ce sur quoi il faudrait mettre l'accent, c'est arriver à transposer ce qui se fait à petite échelle à plus grande échelle. Et c'est ce que vous êtes en train du coup oui, voilà, c'était cette idée il y a 7 ans, je veux dire, on entend la permaculture, on entendait tout ça et c'était vraiment il y a 7 ans quelque chose qui arrivait, qui était à fond la discussion de tout le monde quand il s'agissait de faire autrement, de la permaculture, chacun un petit jardin et ça va. Très bien, c'est très bien que ça existe, c'est très bien que ça se fasse, c'est très bien que ça se reproduise, c'est génial. Par contre, nous, on se met pas là-dedans parce que je pense que du coup, essayons d'anticiper et de tout de suite se dire, vu l'urgence, et le besoin essayons de se donner les moyens d'aller plus loin. C'est donc de penser carrément à une échelle intermédiaire. Un agriculteur en moyenne bosse sur 70 hectares, bon là nous on en a 40. Mettons ça en place sur cette échelle-là, mais pour penser l'alimentation avec chacun son petit jardin pour nourrir tout le monde, ça va nous prendre trop de temps. C'est pas jouable. Allons-y aussi, mais ça va nous prendre trop de temps. Donc il nous faut des petits paliers au départ, et donc aller chercher à faire plus grand sur des plus grandes surfaces, avec même les idées de bon sens qu'on peut trouver dans la permaculture ou autre, mais en le mixant avec la réalité d'une agriculture plus importante sur une plus grande surface, avec du coup d'autres contraintes. Et ça effectivement c'était l'enjeu il y a 7 ans, et c'était de se dire du coup en pouvant le penser sur 40 hectares, ça veut dire aussi que on peut penser non pas et ça rejoint la question que on n'a pas juste un jardin potager pour le restaurant, mais avec ces 40 hectares on va pas juste fournir le restaurant, il y a 6 tonnes d'épeautres et on va devoir en faire autre chose, et encore c'est pas beaucoup contrairement à ceux qui en font encore beaucoup plus. Par exemple à l'échelle d'une commune, ce qui devient très intéressant quand on parlait de local, de réseau, etc., c'est si on peut le penser un modèle agricole viable mais sur une échelle beaucoup plus importante qu'un jardin de 1000 m², mais c'est que ça va permettre aussi d'alimenter par exemple les cantines générales, scolaires de la communauté de communes, de là où est installée la ferme. Et ça, quand on était dans les Landes, on était dans des échanges avec justement des copains agriculteurs, etc. Il y avait un projet de légumerie à ce moment-là parce que les cantines ont besoin que les légumes soient préparés, etc.
Eh ben, très bien, en fait, on a 40 hectares, on a beaucoup de légumes, on a une légumerie, une conserverie, donc un labo pour pouvoir Oui, parce que vous transformez aussi, c'est ça. Bah, l'idée c'est ça, l'idée c'est aussi localement. du coup de multiplier la diversité de la ferme ou disons de l'activité agricole pour la rendre viable. Si tu transformes tes produits, ça t'évite les déchets, ça t'évite les pertes, et du coup tu peux aussi les vendre gagner plus de sous en les transformant. Et à un moment, c'est pas gagner plus de sous pour gagner plus de sous, mais c'est juste que tu vas avoir une récolte que tu vas perdre parce qu'il y a X problème. Bah, si tu as fait des conserves avec d'autres choses, bah, tu vas marger un peu plus sur tes conserves et c'est bien, du coup, ça équilibre l'ensemble. Donc, ça, c'est vraiment important. Et là, concrètement, bah, ça amène des possibilités qui sont énormes. Si on se dit qu'on a un modèle de ferme sur 40 hectares qui produit beaucoup et qui est pensé avec un lien en local pour alimenter les cantines, etc., je veux dire, c'est la base. On va nourrir les enfants, on va nourrir les gens qui bossent dans les mairies, on va nourrir. Et puis enfin, je sais pas, mais même les EHPAD, enfin, tu vois, tous les. Enfin, tu vois, les maisons de retraite. C'est ça. Tout. C'est ça. Et quand tu te dis que c'est. Toute l'alimentation c'est collective. Des gens... Mais ouais. Qui est franchement dégueu. Mais ouais. Souvent. Bah oui, mais parce que. Même pour les entreprises et tout, enfin, moi, c'est pas terrible, quoi. Parce qu'on tire les prix, parce qu'on va chercher le produit le moins cher, parce qu'il n'y a pas le budget pour ça. Bon. Et parce que tout le monde aussi dit que finalement ça coûte pas plus cher de bien manger. Enfin, tu vois, avec ce ratio entre peut-être des produits de qualité, peut-être un peu moins de viande, ou voilà, à la fin tu arrives à avoir quand même des assiettes. Je sais pas ce que t'en penses toi de ce sujet, mais du prix, mais. Sur les prix, ouais, je pense que sur les prix, de toute façon, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Il y a beaucoup de choses à déconstruire parce que c'est presque facile de le dire, mais ou l'entendre. Mais voilà, on va mettre effectivement 500 balles dans un portable régulièrement ou dans X trucs. Et moi j'ai un portable, hein, voilà, après j'en change le moins souvent possible, jamais, sauf quand il casse. Mais dans les fringues, dans plein de choses où on pourrait se faire un peu plus gaffe et mettre un peu plus de sous dans son panier pour manger. Mais ça, c'est un travail d'éducation et de partage à ce niveau-là. Parce que les prix sont... La question des prix, c'est complètement fou. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'a pas de référence. On a des références qui sont complètement mauvaises. Mais parce que ça fait 40 ans qu'on nous met avec des produits qu'on a justement, on a cherché à produire beaucoup et à tirer les prix pour que ça soit accessible pour vendre beaucoup, sauf avec des pratiques qui sont pas bonnes, pas saines pour nous aussi. Pas saines et pas saines pour les produits. Et donc ça crée ça fausse tout. Mais ça fausse, c'est le travail des agriculteurs et pas pris en compte. C'est ça, c'est parce qu'en fait on dit quand même qu'aujourd'hui, le fait que les gens qui fabriquent, enfin tu vois, qui cultivent ce qu'on mange, n'arrivent pas eux-mêmes à manger, ouais. Tu vois, c'est quand même. C'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire de. Ouais, voilà, ça veut dire que c'est un vrai. C'est pas un petit signal faible, c'est un énorme warning en fait. Mais ouais. Il y a un truc qui va pas. Ouais. Non, c'est ça, c'est énorme. Et c'est. Et de toute façon, oui, voilà. C'est culturel en fait aussi. Ça veut dire que c'est... Mais le paysan, c'est quoi le paysan ? Le paysan, on n'en parle pas. On n'en parle jamais. On parle jamais d'agriculture, à part quand il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Mais on n'en parle jamais. C'est une profession qui est complètement décriée. Qui n'est pas valorisée en tout cas. Qui n'est pas du tout valorisée. Et c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui. C'est les stars, tu vois. Mais ouais, alors que mais vraiment oui. Genre la base, on a besoin de quoi ? On a besoin de manger, on a besoin de s'abriter. Mais oui, effectivement, donnons une autre place au métier d'agriculteur, au métier de paysan, et faisons en sorte que ça soit soutenu et que en fait. Et du coup, ça en passe, juste pour rebondir sur cette question du prix, parce que c'est vraiment important. Pour le moment, c'est aussi l'enjeu. Nous, c'est aussi une question qu'on prend dès le départ dans la construction de ce projet. C'est-à-dire qu'on sait qu'au départ, on va avoir des productions avec, on va être sur des prix qu'on va décider. Mais qui vont être forcément un peu élevés pour démarrer l'ensemble, pour que toutes les choses soient structurées. Mais c'est d'emblée l'idée de se dire comment on fait pour, avec ce qu'on essaie de développer, avoir in fine des prix qui sont accessibles. L'idée, c'est de nourrir le plus grand monde. Et le plus grand monde, c'est les gens, et la majorité des gens, c'est des gens qui ont un budget très limité et qui galèrent. Je veux dire, là, moi, je suis à Paris dans le 11e, le restaurant, il est là, on a une clientèle qui a
les moyens. On a des épiceries à côté de chez nous qui vendent des bons produits, mais qui sont effectivement à un prix élevé. Très peu de gens ont accès à ça. Nous, de base, c'est si on fait de l'agriculture, si on veut faire les choses bien, c'est pour nourrir le plus grand monde. Et donc, si on veut nourrir le plus grand monde, même si on cherche à éduquer ou quoi que ce soit, mais enfin éduquer, à transmettre, de se dire, bah alors... Parce que le restaurant, c'est vraiment pour le coup un outil, je trouve, aussi de transmission de ses valeurs, parce qu'on expérimente. Tu vois, là, moi, quand je suis venu goûter ton risotto Grand Épaule, bah en fait, j'avais jamais bouffé de risotto, enfin, tu vois, de Grand Épaule comme ça et tout. J'ai adoré. Et là, je me suis intéressée à cette céréale. J'ai vu que c'était merveilleux. Enfin, c'est aussi, tu vois, un vecteur d'information, enfin, tu vois, et de changement de comportement. Et du coup, bah, là, je vais acheter tu vois, tes pâtes là que vous faites. Voilà, mais enfin, tu vois. Donc, alors qu'avant, mais jamais j'aurais acheté ça, parce que tout simplement, j'ignorais. Je me disais, ça va être dégueu. Enfin, tu vois, j'avais plein d'idées reçues. Donc, je pense que cet outil-là, quand même, de restaurant, même s'il ne touche pas tout le monde, il est important au même titre que tout un tas de trucs. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est un écosystème, en fait, d'actions qui doivent non pas être priorisées, mais être toutes menées en parallèle, quoi. C'est ça. Donc oui, c'est se servir de la cuisine, et là ça a été un bon lien, de se servir de la cuisine, de se servir du goût, de se servir de ce qu'on ressent quand on mange pour toucher. Voilà, parce que tu manges le risotto d'épeautre, je te raconte l'histoire derrière, et je te raconte du coup, je te donne des éléments sur, voilà, juste des petits comme ça au passage au restaurant, mais déjà sur l'agriculture en général. Et c'est bien, et faisons ça. Et comme tu dis, faisons tout en fait. Faisons ça. Faisons aussi ces 40 hectares où on est malin et on va penser les choses de plein de manières à ce niveau-là pour le structurer, pour en arriver aussi à sortir des légumes pas trop chers et des céréales pas trop chères, pour aussi du coup les rendre accessibles à des gens qui vont au supermarché classiquement parce que c'est moins cher. Et que là, nous, en jouant sur des prix accessibles aussi, et les faire accéder à ça, et du coup en discuter. Et du coup, là, venir discuter de, bah voilà, au même prix, viens manger prends ces légumes-là, prends nos légumes. Ouais. Et pourquoi, justement, c'est plus intéressant de prendre ces légumes-là ? Parce que c'est meilleur. Bah oui, c'est vraiment délicieux, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il faut faire quand même ce pas de côté, à un moment donné, arrêter d'acheter un truc pour tester quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est aussi ça, tu vois, parce que souvent, quand on va au resto, en fait, comme on va pas toujours au resto, on prend des plats qu'on aime, parce que, tu vois... on est rassuré. Ouais, et puis on se dit, bon, il n'y a pas de risque et tout, parce que ça, je l'aime, je me fais plaisir et tout ça. Et peut-être qu'il est venu le temps de se dire, je vais aussi dans des restaurants un peu pour vivre des expériences, pour découvrir des nouveaux, tu vois, des nouveaux goûts, des nouvelles choses. Et moi, j'adore faire ça. Et en fait, c'est assez... c'est vraiment positif. C'est pas sortir de nos zones de confort pour aller dans des trucs. Enfin, c'est rarement dégueulasse en fait. Tu vois, quand je goûte un truc qui est différent. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt être un peu curieux aussi là-dedans finalement. Tu vois, parce que c'est pas un gros risque de changer. Alors après, voilà, je pense que le truc avant tout, c'est de bien choisir le restaurant. Tu vois, donc, tu vois, quand même. C'est le point de départ. Mais là, voilà, parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'avec un risotto d'épaule, je vais vraiment me régaler tu vois, je savais pas, mais je t'ai fait confiance. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est son plat signature, c'est son truc. Il y a tout le projet agricole qui est derrière. Évidemment que je vais pas prendre un autre plat, je vais prendre ça parce que je vais goûter, tu vois, ce truc-là. Tu vois, c'est drôle parce qu'en fait, ça fait un mois. Il faudrait qu'il fasse que ce plat. Non, mais ça fait un mois qu'on l'a à la carte et en fait, je m'étais jamais posé, en fait, vraiment jamais posé la question comme ça. Ça me paraît évident, mais parce qu'il y a l'histoire derrière que en fait c'est tout aussi intéressant que qu'un autre plat qu'on a ou avec complètement d'autres choses. Mais oui, effectivement, peut-être qu'on se dit risotto d'épaule, qu'est-ce que je veux manger, parce je sais que pas. Vous êtes dans les potes depuis 5-6 ans, enfin je sais pas depuis quand, mais en fait, en tout cas, peut-être que les gens qui vont écouter vont dire non, moi je mange les potes tous les jours, mais moi pas du tout, ça faisait pas partie de ma culture culinaire, tu vois. Moi c'était le blé en fait, ou alors des trucs sans gluten. Du coup, semoule, boulgour, enfin simple, mais machin, mais, blé, mais voilà, tu vois, j'avais vraiment une grande ignorance là-dessus en fait. Dans le pain, mais c'était pas dans une farine, des céréales, des pâtes, du riz. Enfin en fait, ça peut être des préparations aussi pour le dessert. Enfin moi, je me suis un peu documentée. C'est vertigineux en fait tout ce qu'il y a autour de cette céréale qui est en fait merveilleuse pour notre vitalité, enfin qui est hyper bonne pour nous quoi. Ah bah ouais.
Ah bah oui, et puis c'est ça, déclinons-la et mettons-la en valeur et en fait servons-nous Sublimons-la, pour... quoi. Ouais. Ouais, Parce qu'on connaît servons-nous. pas on connaît peu son goût je pense, voilà, de manière générale, les gens, surtout le goût de cette cette semence non hybridée. Parce que c'est aussi ça. Oui, mais c'est ça. Mais comme différence. je te disais, tu me posais la question. Oui, c'est effectivement un non hybridé. Et même quand je vois, voilà, il y a ce travail-là à faire. Quand je vais au restaurant et que des personnes sans gluten viennent manger et qu'il y a un risotto d'épeautre ou c'est du grand épeautre. Ah oui, mais non, je peux pas. Parce qu'il y a du gluten, mais en très très faible quantité, il est très très bien assimilable. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout qu'il est. Parce que ça n'a rien à voir. Le gluten d'avant. En fait. Mais voilà. Mais donc c'est très bien. En fait, tu manges une grosse plâtrée de pâtes d'épeautre de cette épeautre non hybridée. Mais t'as pas de ballonnement derrière et tu vas pas avoir de problème. Alors que tu manges une grosse. T'es sensible au gluten, du blé. Oui, effectivement, tu ne manges pas une assiette de pâtes de blé. Mais pour les potes, vas-y, il y a du gluten, mais il n'y a aucun souci. C'est pas la même. Donc après, faut les rassurer, leur dire non, mais il n'y a vraiment aucun problème. Mais c'est ce travail à mener. Alors où est-ce qu'on peut acheter, enfin vous les vendez, vous fabriquez, donc on peut venir évidemment au restaurant, mais vous fabriquez aussi des produits vous avez une petite épicerie, enfin comment on peut goûter aussi les produits aux épeautres, à l'épeautre? Là déjà venir le goûter au restaurant c'est sûr, c'est possible. Il y a les pâtes que Clément a lancé, là il a lancé trois pâtes avec un artisan qui fait ça en Bretagne, donc avec la farine, parce qu'il faut quand même des machines pour sortir des pâtes sèches. Mais voilà, là on a des pâtes et on peut les acheter au restaurant. Donc ça c'est chouette. Là j'en ai quelques sachets là et il faut que j'en ramène d'autres quand je fais un aller-retour. Mais ouais, il y a ça qui est possible et pour le moment voilà, ça et de la farine. Après, c'est l'année prochaine aussi que ça va venir fortement, quoi. D'autres céréales aussi. L'amaranth, par exemple, qu'on en lance. Ça fait des années, on avait fait des graines. On continue à lancer ça et c'est trop beau et c'est hyper intéressant aussi nutritivement. Donc c'est pas du tout de chez nous à la base, mais ça pousse et c'est très bien. Et donc plus en Amérique du Sud. Et en fait c'est hyper intéressant nutritivement et pareil allons-y, faisons ça. Donc ça l'année prochaine on en aura et puis plein d'autres choses, des légumes. On va pas faire venir de tomates tous les jours à Paris parce que non, ça a pas de sens, mais tout ce qui se conserve, patates, oignons, tout ça on fera aussi on l'emmènera pour le resto, pour la symbolique, et puis quelques épiceries à côté, et puis on vendra au resto justement, et puis à des prix du coup plus accessibles parce qu'on sera au resto. Donc ça l'année prochaine il y a un peu de tout qui arrive là en même temps. Trop bien. Et alors je crois qu'en fait l'épeautre, donc elle se décline finalement aussi en... Je crois que vous avez alors c'est peut-être Clément, je sais plus, mais dans ce projet qui est aussi un autre projet qu'on va là juste un tout petit peu aborder, mais qui complète un peu avec bien boucler la boucle, c'est un projet textile. Ouais, c'est ça. Et alors vous travaillez du lin, certains types, mais il y a des balles d'épeautre qui sont faites. Est-ce que tu peux nous dire te raconter ça? C'est le petit cercle qui est sympa quand même. C'est effectivement, très rapidement, on avait aussi dans ce collectif il y a 7 ans, c'est dire que l'agriculture c'est problématique, il faut s'y confronter, et le textile aussi, et le textile on n'en parle même pas du tout. Donc il faut aussi réfléchir à une alternative au niveau textile pour éviter ce transport, éviter cette exploitation de malades. Donc voilà, c'est très d'eau, du coton et tout ça. L'utilisation du pétrole pour le polyester, il faut faire aussi autrement à ce niveau-là. Donc voilà, un copain Guillaume qui lui s'est penché vraiment sur la question toutes ces dernières années, a travaillé là-dedans. Et il y a un lien assez évident qui se fait aussi avec l'agriculture, du coup textile agriculture, parce que la fibre végétale, le lin, le chanvre, l'ortie, c'est les agriculteurs qui la font pousser. Et après on la transforme, on la file, on tisse et on en fait des vêtements. Donc voilà, la teinture végétale, c'est des plantes tinctoriales qu'on fait pousser et dont on extrait le pigment. Et après pour teindre des vêtements, et donc pour qu'ils ne soient pas tous marrons ou blancs ou verts, et qu'on ait un peu de plaisir à avoir des couleurs, à avoir autre chose. Et donc tout ça s'est fait parallèlement aussi, ces recherches sur le textile, et on en arrive là effectivement à boucler une première
une première étape parce que cette épeautre, effectivement, les grains sont servis, les grains sont décortiqués au moulin et on se sert des grains décortiqués pour en faire farine et pour la manger au restaurant en risotto. Et en fait, il y a un déchet énorme, c'est l'enveloppe qui entoure le grain. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on en fait de la garniture pour des coussins. Voilà, des oreillers. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste pour remplir des oreillers. Tu sais que j'en revenais pas, je me disais, mais genre dormir sur des. Donc j'allais regarder ça. Mais en fait, c'est vrai, il y a vraiment plein de gens qui. Enfin, c'était un truc avant, avant, j'en sais rien d'ailleurs. Mais si, mais peut-être sûrement. Bah c'est ça, mais parce que. Mais après... vraiment, je me suis dit, j'avais cette idée, tu sais, de coussins avec des noyaux de cerises et tout que tu mets quand t'es pas bien, machin. Bon, tu vois. Et moi, je me suis dit, c'est ça avec les. Sauf qu'en fait, non, c'est confortable contre toute attente. C'est ça. Et c'est pas la laine, c'est pas du synthétique, c'est en fait c'est parfait en fait. C'est parfait, on le jette. Je veux dire, c'est des déchets. Mais et en fait, c'est qu'un coussin, mais on dort tous. Enfin, on est pas mal à aimer dormir avant des coussins quand même. Donc c'est un produit aussi qui est très utilisé. Et mais pour nous, le confort, rapidement, tu vois, quand on l'a en tête, c'est un truc moelleux, doux, mousse en fait. Et pas des bouts de grains qui vont venir se coincer dans notre truc. Non, alors après, il y a une première enveloppe, un autre tissu par-dessus. Enfin voilà, ça, nous on est dans les prototypes là en ce moment. C'est voilà, déjà il faut laver la balle d'épeautre, la sécher, mais ça marche en fait. Ça marche. Confortable. Tu oui. Mais ça après, voilà, j'inviterai ceux qui veulent passer au resto quoi, à partir de décembre-janvier là, quand on aura les premiers coussins. Et puis faudra essayer, mais c'est chouette. Et après, du coup, il y a ce projet maintenant qui s'appelle, c'est No Polyester Please. Ouais, c'est Guillaume. Guillaume et Philippine qui ont monté ça, ouais. On mettra les liens sur Instagram parce que du coup, je trouve que c'est un beau projet. Tu sais, ce podcast s'appelle Où est le bon ? Et j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du bon, tu vois. Alors, toi, Basile, qu'est-ce que c'est le bon, le goût du bon ? En quelques mots. Le bon, je dirais, ce qui est fait avec attention, avec amour et ce qui a du sens, en fait. Quand il y a du sens, il y a du bon et du sens de faire les choses correctement au niveau agricole, et ben ça amène des produits qui sont bons. Voilà, je crois que c'est vraiment ça, en fait. Je pense que quand il y a une belle énergie qui est mise pour faire des choses, et ben ça crée du bon. Et du bon qui fait que ça amène du bonheur, que ça amène du plaisir. En fait, c'est ça le bon, c'est du plaisir gustatif. Là, si on parle du restaurant, c'est du plaisir visuel. Si on parle de vêtements, d'un lieu qui est proche. Mais même ici, les plats sont beaux. Enfin, tu vois, c'est l'émerveillement quand même à tous les niveaux, quoi. Bah ouais. Je pense que tous nos sens sont mis en éveil. C'est ça. Et que ça apporte du plaisir et du bonheur, bah c'est que ça a marché et que c'est bon, quoi. Voilà. Un bon à somme positive. Ouais, c'est ça. Et moi, je peux dire quelque chose aussi. Bien sûr. Que je porte on est là en plein, j'en profite, on parle de ce projet-là, un financement participatif. Je peux en parler. Bien sûr. Juste un mot rapide, mais effectivement, là j'ai raconté beaucoup de choses, ça fait 7-10 ans qu'on mène ces projets-là, et ça a été une année hyper difficile avec le restaurant, Covid, passe sanitaire, t'es pas loin de le perdre, enfin il a fallu se battre, et on a besoin d'un coup de pouce pour amorcer tout ce qu'on a déjà lancé, pour pérenniser un peu et se donner un peu de force. Et du coup, voilà, c'est en cours, il reste 30 jours. Ouais, je mettrai le lien, c'est sur Mimosa. Ouais, c'est sur Mimosa, on raconte un peu. M-I-I-M-O-S-A. Et voilà, on raconte succinctement, mais bon, c'est un peu long quand même, prenez le temps, mais on raconte un peu toute cette histoire. C'est ça. Donc c'est 3 projets finalement. Donc c'est ça. Agriculture, textile et restauration. Ouais, mais je pense qu'avec le podcast, on a expliqué encore mieux tout ça, mais il y a cette base-là. Et si ça touche et que vous connaissez des gens que ça touche, bah parlez-en, parlons-en, faisons les choses, contactez-nous si ça éveille quelque chose. Bah oui, parce que c'est rare d'avoir déjà un projet qui est aussi abouti, aussi loin, tu vois, et avec une équipe, je pense que vous avez vécu les trucs les plus durs, un peu déjantés mais déterminés, vraiment en plus. Ça c'est sûr. Et voilà, et qui aujourd'hui, en fait, ça manque, c'est comme un trou dans la raquette que vous essayez de combler pour faire encore une fois à une échelle encore plus grande cette preuve de concept
concept. C'est ça. Que faire autrement, c'est possible. Ouais. Mais comme, en gros, c'est pas sur les chemins conventionnels, traditionnels, C'est ça. bah voilà, il faut se débrouiller. Et puis, du coup, c'est aussi les bonnes volontés parce que ça tient pas beaucoup c'est pas des millions d'euros que vous cherchez. Non. Et donc, c'est un petit geste. Et donc, je crois que vous vendez d'ailleurs dans les contreparties vos pâtes et tout. Donc, Ouais, si il y a vous les voulez pâtes, il y a goûter les sacs à vrac qu'on fait dans l'atelier, il y a le Voilà. coussin. Voilà. Et en fait, oui, en fait. ça peut être une petite découverte déjà pour nous c'est ça. de nous aimer, enfin, et puis en plus de vous soutenir. Il y a plein de paliers et puis en fait tout simplement c'est ça, enfin c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est le maximum c'est 113 000 euros tout qu'on cherche, tu vois, je sais pas si on les atteindra, on aura déjà les premiers paliers sûrement, mais en fait c'est 50 000 personnes qui mettent 2 euros et c'est 5 000 personnes qui en mettent 20. Donc en fait, tous ceux, si on est tous concernés un peu pour ça, et on sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, je le sais, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. On en parle, on communique là-dessus, on leur raconte, et si en fait, suffit d'être un peu nombreux à mettre un petit quelque chose, et ça peut le faire. Ouais, et puis tu vois, je lisais la dernière fois un article, je sais plus qui disait qu'en fait, on a perdu un peu ce truc-là, mais finalement, ça fait du bien de donner. Enfin, tu vois, en tant qu'être humain, il y a un truc où on est, tu vois, de participer. Le don fait, enfin, tu vois, en termes même dans notre corps et tout, ça génère des, je sais pas quelle hormone ou un truc. Ouais. Et donc c'est de bonheur en fait, parce que voilà, je pense que c'est un truc un peu qui est pas valorisé aujourd'hui et souvent, tu vois, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre le rapport qu'on a au don, mais et puis en fait je dirais mais ça fait plaisir parce qu'en fait c'est de la concrètement moi quand je dis en fait c'est les choses sont rendues possibles pas que par nous on a fait beaucoup de choses mais par tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont prêté de l'argent à un moment au tout départ régulièrement quand il y a eu des moments difficiles qui nous ont prêté en fait certains donnaient un peu et beaucoup prêté parce que confiance parce qu'après tu vas travailler comme un dégénéré pour tu vois avec cet argent et sans ça on peut pas tout faire. Et qu'en fait là au même titre que ce financement participatif est un coup de pouce, mais en fait celles et ceux qui participent c'est un vrai coup de pouce et ils font vraiment partie de cette histoire là, c'est à dire qu'à un moment là charnière pour tout ce projet là en fait c'est formidable. C'est grâce à ça, et quand on se dit dans 2 ans, dans 3 ans on aura tellement de choses en plus, et je pense que toutes les personnes qui effectivement ont participé à cette aventure ou ont été interpellées par ça, en fait ça va faire plaisir, mais évidemment que ça va faire plaisir et qu'on pourra faire encore plein de choses ensemble, vraiment quoi, c'est ça. C'est trop bien. On va y arriver. Merci beaucoup Médine. Ouais, je t'en prie, avec grand plaisir.